vous passez en revue en réalité, Fawzia Charfi, les raisons de ce que je venais juste de dire, la régression tragique. Donc, après des considérations de type théologique, on va passer à des considérations de type un peu politique. Vous évoquez l'audace et la volonté, le volontarisme même de Bourguiba, et donc il y a là aussi un souffle de modernité qui va, ce vent de modernité va souffler sur la Tunisie, jeune et indépendante, jeune république, et petit à petit, pour contrecarrer ce qu'il appelle le mouvement des gauchistes et qui ne veut plus qu'il y ait un État dans l'État, il fait monter en quelque sorte le discours islamiste. Et vous parlez de cette soirée du 27e jour du mois de Ramadan, 1975, ça vous a marqué, où l'on voit une jeune demoiselle, Chebli, voilée, ce qui est encore une fois une régression terrible. Voilée à la manière un peu iranienne, idéologique. Oui, tout à fait idéologique. Et donc Bourguiba, celui qui a émancipé les femmes par ce code du statut personnel, donc Hind Shelby fait une lecture où elle se définit dans un islam qui est beaucoup plus, on va dire, rigoriste que l'islam prôné par le régime de Bourguiba, avec les mois de Ramadan définis de manière scientifique, avec son appel aussi au jihad économique, c'est-à-dire considérer que voilà, il fallait développer le pays, donc peut-être que le djihad étant étymologiquement faire un effort. Faire un effort, donc c'était l'effort pour le développement économique, et c'était vraiment un choc parce que, vous voyez, c'était une femme qui émettait des réserves sur le modernisme de Bourguiba, et ça a été le moment où effectivement le mouvement islamiste avait gagné une bataille en public. Et c'est en sa présence qu'elle faisait sa causerie. En présence de Bourguiba, exactement. Donc voilà, l'histoire est importante parce qu'on voit comment avec l'indépendance, on arrive et l'exaltation, la joie de retrouver sa personnalité tunisienne. Bon, des réformes importantes sont faites, mais le même Bourguiba, donc, ne voulant pas être contesté par la gauche, laisse l'islam politique avancer. Cet islam politique a avancé, et ce qui est grave, c'est qu'il a investi, en fait, le domaine de l'éducation, l'école, le lycée, l'université. Je reviens à ce que je disais au début, donc ce que mes étudiants pensaient. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que mon expérience et mon interrogation m'a amené à bien comprendre, que cet islam politique s'est introduit comme une idéologie. Ça n'a rien à voir avec une religion, avec des sentiments, on va dire, de transcendre, cette envie de dépasser le monde matériel, etc. Et il y a eu petit à petit investissement dans les domaines de l'histoire, de la philosophie, de l'éducation religieuse, de l'éducation civique, et à travers toutes ces disciplines, finalement, il y avait une constante, c'est le projet de société des islamistes, c'est-à-dire que la norme religieuse devait être présente partout, dans tous les domaines, y compris dans la connaissance. Oui, Fawzia Charfi, ce qui paraît navrant, et peut-être même que le mot est un doux euphémisme, c'est que si j'ai une bonne mémoire des dates, c'est que le 13 août 1956, il y a cette réforme au départ qui prendra effet dès le 1er janvier 1957, à la fois du statut personnel, de cette égalité en tout cas en voie d'eux, et entre les êtres humains par-delà le genre, hommes-femmes particulièrement. Et en 75,
Donc on est à 18 ans plus tard. Il y a plutôt cet infléchissement, pas dans le sens que nous souhaitons. Et c'est pour des considérations politiciennes? Oui, pour des considérations politiciennes. Bon, d'abord, les mouvements de gauche sont difficilement... C'est la liberté quand même. Hein, et là, cet islam politique, alors on peut s'interroger sur le fait que finalement, il a réussi à se faire entendre. Oui, il est vrai qu'il y a en Tunisie une société conservatrice qui a pu être séduite par le fait que voilà, il y a quand même un retour à la morale religieuse. Alors conservatrice et conformiste, parce que je pense que le conformisme a beaucoup joué sur l'acceptation en fait de cet islam politique qui pour moi est très différent de l'islam de la tradition. Et si je peux me permettre, bon, la famille de mon mari, la famille Charfi, était une famille de Chir très traditionnelle, etc. Et je voudrais dire que ce milieu traditionnel était tout à fait dans le respect de l'autre. Donc, vous voyez que dans l'islam politique, non, il y a une volonté d'endoctrinement et de formatage des enfants, alors que bon, jusque-là, nous vivions un islam, on va dire, plutôt tranquille, bien sûr, sous le poids de la tradition, c'est vrai, qui régissait donc le droit traditionnel. Mais lorsque les islamistes ont commencé à prendre de la place au niveau de... Ils ne se sont pas gênés de toucher à l'éducation de nos enfants, de considérer que certaines théories scientifiques, en tout cas c'est le cas aujourd'hui, ne doivent plus être enseignées. Bon, en particulier aujourd'hui la grande question de la théorie de l'évolution. Et donc les islamistes ont rejoint en fait les créationnistes, alors que dans la tradition, on va dire intellectuelle, au contraire, on a eu le Jahd, on a eu jusqu'à Ben Khaldoun qui considérait qu'il y avait une évolution des espèces. Donc vous voyez la régression intellectuelle. Al-Jahd, pour donner une idée, il est mort en 868, fin du 9e siècle, un grand esprit, certains le comparaient plus tard à la Bruyère, et c'est pour dire que là aussi, c'est pas pour dire que les musulmans furent grands, mais à un moment donné, il y avait une réelle pertinence dans les propos et de recherche et de liberté que nous ne retrouvons pas. Et vous expliquez ça par les deux mots MAUX, le wahhabisme et les frères musulmans. Voilà, le wahhabisme donc qui refuse, le wahhabisme donc qui est né dans ce désert de Najd au XVIIIe siècle et qui refuse la culture, qui refuse l'art, qui refuse la musique, qui refuse la philosophie et qui, au départ, en fait, s'inscrivait comme en opposition à l'islam des oulémas, c'est-à-dire des hommes de sciences religieuses. Bon. C'est soi-disant une sorte de purification, de revenir pour débarrasser ce que pour Mohammed ibn Abdel Wahhab 1703-1792, comme ça on donne sa trajectoire de vie avec la date de naissance et la date de mort, et que pour lui, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il fallait revenir à la tradition, enfin à la religion purifiée de ses scories. Voilà, la religion purifiée de ses scories et s'attaquer à ces hommes de religion qui acceptaient, qui fermaient les yeux sur certaines pratiques, etc., et qui, donc, Ibn Abdel Wahhab, qui a scellé donc ce pacte avec l'autorité, avec le roi, donc c'est le religieux, le shir et le prince. Bon, mais on aurait pu penser que cette manière de concevoir l'islam n'allait quand même pas sortir de cette région, de cette région qui, à l'époque, était complètement isolée, en fait, de l'extérieur. Ça n'était pas une réaction à la modernisation, à l'époque. C'était plus une réaction par rapport à la tradition. Et puis, bon, il est vrai que les moyens financiers dont ont pu bénéficier grâce au pétrole certains pays a fait que, voilà, cette manière ultra rigoriste de concevoir la religion s'est aujourd'hui propagée et grâce aussi
aux avancées de la science, c'est-à-dire grâce